Bienvenue à tous. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. C'est un célèbre proverbe africain pour dire tout simplement que les différences font la richesse culturelle des hommes. Le fait d'être différents l'un de l'autre, de venir des horizons différents, ferait donc de nous des personnes riches. Au Cameroun, il y a 50 années, nous sommes alors en 1972, au terme d'un référendum, les différentes parties, les deux parties que constituent le Northern et le Southern Cameroun, décident de faire un. Le 20 mai 1972, le Cameroun devient officiellement la République unie du Cameroun. Et c'est cette unité qui a été célébrée cette semaine au Cameroun, une 50e fois de plus sous le thème « Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun ». 50 ans étant considéré comme l'âge de la maturité, c'est le lieu de s'interroger d'où le Cameroun est parti et surtout a-t-il pu réaliser les objectifs fixés. Le bilan des noces d'or de l'unité nationale camerounaise est fait dans cette édition du Grand 7. Bienvenue à tous et à tous, restez des nôtres. De retour sur le plateau du Grand 7, je rappelle que nous parlons pour le compte de cette édition du bilan des 50 années d'unité nationale, l'unité nationale qui a d'ailleurs été célébrée cette semaine au Cameroun. Eh bien, nous en parlons cet après-midi dans votre émission hebdomadaire Le Grand 7. Le Grand 7 et comme d'habitude, je suis en compagnie d'un invité. Il est tout jeune, je ne suis pas sûre qu'en 1972 au Cameroun, il était déjà né. Mais en tout cas, il nous fait la faveur, il nous fait l'honneur d'être présent sur le plateau cet après-midi. Ismaël Donkeu, il est jeune homme politique au Cameroun, il est surtout militant du Social Democratic Front, c'est bien le SDF, un parti d'opposition au Cameroun. Ismaël, bienvenue sur ce plateau. Merci Marivonne, merci de m'accueillir dans votre somptueux studio très moderne. C'est vrai que c'est ma toute première et puis je suis un peu bluffé par tout ce que je vois ici. Ça montre au moins que les investisseurs camerounais sur le terrain de la communication sont vraiment en train de rehausser l'image et puis donnent à la communication au Cameroun une allure différente. Espérons que les mesures drastiques de Yaoundé ne vont pas se liguer contre vous parce que quand vous faites du bon travail, forcément, les paresseux ne vous apprécient pas. Merci en tout cas pour ces différents compliments et merci surtout pour le plaisir que vous nous faites d'être là ce matin. Alors ensemble, aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité qui a marqué la semaine au Cameroun, précisément la célébration des 50 années de l'unité nationale. Nous allons en parler dans un court moment, mais avant, vous le savez, il est de coutume dans le Grand 7, chers téléspectateurs, d'aller faire un tour sur le continent africain. Que s'est-il passé cette semaine dans les différents pays africains? Eh bien, Audrey Melingui a encore des nôtres ce matin. Elle nous livre le round-up de l'actualité de la semaine. Bonjour Audrey Melingui. Bonjour Marivonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. Les autorités maliennes ont affirmé ce 16 mai avoir mis en échec la semaine passée une tentative de coup d'État menée par des officiers et soutenue par un État occidental non précisé. Le communiqué lu à la télévision d'État ne donne quasiment aucune précision sur ce qui se serait produit. Dans le pays, les contrôles ont été renforcés aux sorties de la capitale Bamako et aux frontières selon les autorités. Nous restons au Mali. Le pays quitte officiellement l'organisation sous-régionale du G5 Sahel ainsi que sa force conjointe anti-djihadiste. Les autorités militaires de transition l'ont annoncé dimanche 15 mai au cours d'une allocution télévisée.
L'instrumentalisation de l'extérieur de l'organisation serait à l'origine du retrait du gouvernement malien, qui entend néanmoins conserver les liens bilatéraux avec les pays du G5 Sahel. Dans une interview accordée à un média français, le président nigérien Mohamed Bazoum a annoncé la mort du G5 Sahel, la force militaire sous-régionale instituée pour lutter contre le djihadisme au Sahel. Cette sortie intervient quelques jours après la décision du Mali de se retirer de l'institution ainsi que de la force. Le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo a annoncé ce 16 mai la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections anticipées en décembre prochain. La conséquence de plusieurs mois de crise dans un pays au régime semi-présidentiel qui crée de nombreux points de tension entre les différents organes. Les affrontements meurtriers entre milices rivales loyales aux deux gouvernements libyens ont annoncé ce 17 mai après l'annonce de Fathi Bashagha de prendre fonction à Tripoli. Après plusieurs heures de combat, la ville a été sous haute sécurité de l'armée, créant une psychose générale au sein de la population. Et c'est en vue de préserver la sécurité des citoyens que le gouvernement de Bashagha a décidé de quitter Tripoli. Cette semaine, le Togo a rouvert ses frontières terrestres avec le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso fermé depuis plus de 2 ans à cause de l'épidémie de coronavirus. Malgré cette réouverture, les autorités togolaises invitent la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures barrières et à l'adhésion à la campagne vaccinale en cours. Ces derniers mois, plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition ont appelé à de nombreuses reprises le gouvernement à revenir sur cette mesure restrictive, les cas de contamination au Covid-19 ayant drastiquement baissé dans le pays. L'actualité au Cameroun a tout aussi été riche cette semaine et elle était centrée autour de la célébration de la 50e édition de la Fête nationale de l'unité du Cameroun. En prélude à cette fête, des journées portes ouvertes ont été organisées du 16 au 18 mai 2022. Une occasion pour les forces de défense et de sécurité d'entrer en communion avec les populations civiles, mais surtout d'expliquer aux citoyens dont ils assurent la sécurité au quotidien l'essentiel de leurs opérations. Et justement parlant de cette célébration de la 50e édition de la Fête nationale de l'unité, l'on a observé une polémique au sein du Social Democratic Front au sujet de la participation du parti à la grande parade. Le chairman John Frundi a pris une note en vue d'autoriser les militants et sympathisants du parti à prendre part au défilé civil après l'abstention du SDF depuis 2 ans. Une décision qui a pris le contre-pied total d'une faction du parti qui, quelques heures auparavant, appelait au boycott du défilé par les militants. En raison de l'inflation et de la quasi-rupture de stock, le ministre du Commerce Luc Margua Mbarga Atangana suggère que le Cameroun s'approvisionne en ciment de manière provisoire à partir de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, 2 pays dont la production est largement excédentaire par rapport à leurs besoins respectifs. Faire appel à ces pays a pour objectif de répondre à la demande qui a fortement cru ces dernières années en raison de l'augmentation des projets de construction dans le pays, selon les observateurs. Merci Audrey Mulingui pour ce round-up de l'actualité africaine. Je le rappelle, chers téléspectateurs, cet après-midi, nous parlons précisément d'un événement qui a eu lieu au Cameroun cette semaine. C'est bien la célébration des 50 années de l'unité nationale au Cameroun. Et bien, ce grand moment attendu par plus d'un Camerounais a été marqué bien évidemment par le retour de la parade militaire et civile présidée en personne par le président de la République, Paul Biya, qui accompagnait son épouse,
Chantal Biya. Les Camerounais qui ont donc pu renouer avec ce défilé-là, cette partie-là des activités, quand on sait que depuis 2 années maintenant, il n'y avait pas eu de célébration du fait de la pandémie de coronavirus. Et il y a eu bien sûr plusieurs événements autour de ce défilé, précisément celui que Audrey Melingui a mentionné dans le round-up et qui concerne précisément le parti d'opposition dont vous faites partie, Ismaël. Donc c'est bien le Social Democratic Front qui, on ne savait pas s'il devait effectivement prendre part à ce défilé-là pour plus d'une raison. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé, Ismaël? Ben, il se trouve que à l'occasion d'un NEC qui s'était tenu en novembre 2019, après avoir fait le bilan de la guerre qui se déroule jusqu'à nos jours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, qui sont par ailleurs le bastion de notre parti, parce que disons-le, c'est une réalité. Le NEC, présidé par le chairman Ni John Frundi, avait pris une résolution qui est toujours en vigueur jusqu'à aujourd'hui, laquelle résolution suspendait la participation du parti à toutes les activités liées à la célébration de la fête du 20 mai, soit dit en passant, la fête de l'unité nationale. Parce que on avait constaté avec beaucoup d'amertume et on avait posé des préalables qui étaient des préalables qui devaient amener le Cameroun à sortir de cette crise, de cette malheureuse guerre que nous croyons désormais aujourd'hui est bien entretenue par le régime de Yaoundé, parce que toutes les propositions que nous avons faites qui pouvaient déboucher à la sortie de la crise n'ont jamais été acceptées. D'aucuns vont nous dire que oui, il y avait de grands dialogues, mais écoutez, on ne peut pas parler de ce grand dialogue-là comme une solution à ce problème, parce qu'on est parti au grand dialogue traiter de tous les problèmes, sauf du problème qu'il y avait sur la table. Parce que dites-vous, on est sorti de là avec les problèmes sur l'autochtonie. Est-ce qu'au Cameroun, on doit parler de problèmes d'autochtonie? Parce que vous avez parlé tout à l'heure du 20 mai 72. Parce que si on veut revenir d'ailleurs dans l'histoire. Et on reviendra dans l'histoire. Pour le moment, on parle de la participation du SDF au défilé. Du coup, la résolution, elle est toujours en vigueur. Il y a eu un NEC qui s'est déroulé samedi dernier du côté de Yaoundé. Et à ce NEC-là, du moins, ce NEC qui n'a vraiment pas fait, qui n'a pas répondu au texte, parce que le quorum de cette réunion n'était pas atteint, comme vos collègues journalistes des investigations sont allés sur le terrain, ils se sont bien rendus compte que le quorum de cette réunion n'était pas atteint. Donc, on ne pouvait pas prendre des résolutions parce que les textes sont clairs. Quand le quorum n'est pas atteint, la réunion, on ne peut pas avoir des résolutions au sortir de la réunion. Mais néanmoins, nous ne savons pas ce qui s'est véritablement passé. Et puis, la réunion s'est tenue et sur l'ordre du jour de cette réunion, il n'y avait pas la question du 20 mai inscrite à l'ordre du jour. Ça veut dire que les conditions posées en 2019 étaient encore en vigueur, puisque nous avons posé des conditions et des préalables. Mais bien avant, je crois que c'était la veille, ouais. On a reçu un communiqué signé du chairman, Ni John Frundi, qui est le président du parti, et qui demandait que les militants se rendent dans les différentes places de défilé. Écoutez, c'est une sorte de manipulation. Je pense que c'est une manipulation à laquelle le chairman lui-même peut se donner pour victime. Parce que dites-vous que, pour faire simple, hein, la réunion s'est tenue samedi avant le 20 mai, c'est-à-dire une semaine pratiquement avant la célébration de la fête. Il n'a pas été fait cas de la participation du parti parce que normalement, à un rendez-vous comme celui-là, les conditions pour la participation et les budgets et tout ça sont définis lors de la réunion. Il n'a pas été fait cas. Nous revenons après la réunion. Le communiqué du chairman tombe le 19 à midi. Le 19 à midi, alors que du côté, dans les différentes structures
les différentes régions où le défilé était organisé, il y avait un préalable du test Covid datant de moins de 48 heures. Vous avez bien lu le communiqué, que ce soit à Yaoundé, que ce soit ici à Douala, on a imposé que les défilants devraient présenter un test Covid de moins de 48 heures. Vous voyez que quand... Moins de 24 heures. Bon, à Yaoundé, moins de 24 heures. Non, à Yaoundé, c'était moins de 48 heures. À Yaoundé. Moi, j'ai bien vu, parce que le préfet du Foundi a envoyé une lettre, a répondu à une lettre d'un vice-président du SDF, que nous cherchons toujours à savoir lequel, pour dire que la participation était subordonnée à la présentation d'un test Covid datant de moins de 48 heures. Alors, vous voyez que si on sort un communiqué à 12 heures, c'est-à-dire qu'à moins de 15 heures de la célébration, on ne peut plus avoir un test Covid avec les tracasseries que nous connaissons de ce côté-là. Deuxième chose, le communiqué sort le 19, alors que les grandes répétitions générales ont eu lieu le 18, parce que le 19, c'était la retraite au flambeau. Les grandes répétitions générales, donc les carrés du SDF ne pouvaient pas être pris en compte parce qu'ils n'ont pas participé à la grande répétition générale. Du coup, et puis quand on regarde même la forme du communiqué, la forme du communiqué n'est pas une forme, ce n'est pas la forme d'écriture du chairman. Le chairman ne fait jamais, il n'écrit jamais, il ne traduit jamais ses textes. Il écrit ses textes toujours en anglais et puis la traduction se fait plus tard. Donc, il ne fait jamais le style, la forme du texte que vous avez vu n'est pas une forme propre au chairman. Depuis 30 ans aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va choisir délibérément de changer alors que c'est vrai que... Donc, vous comprenez que... Et vous allez donc comprendre la raison pour laquelle 4 présidents des régions ont sorti des communiqués pour dire que nous devons respecter les textes du parti et respecter les résolutions du NEC. Parce que c'est vrai que le chairman peut engager le parti entre 2 NEC. Sauf qu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux. Des conditions que nous avons posées en 2019. La convocation d'un dialogue inclusif. Le cessez-le-feu immédiat dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Les armes continuent de crépiter. La preuve, on n'a pas défilé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pas peur de représailles. Alors, vous ne pouvez pas avoir posé des conditions et des années plus tard, rien n'a évolué et vous revenez sans prendre, sans l'assentiment de vos pairs. Ça veut dire que le chairman, jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours qu'il essaye de nous dire effectivement ce qu'il a motivé ou bien ce qu'il a ressenti au fond de lui. Mais toujours est-il, vous avez vu, il y a 4 présidents de région, en l'occurrence celui de l'Adamawa, celui du centre, celui de l'ouest et celui du littoral, qui se sont désolidarisés de la mesure du chairman avec ceux du nord-ouest et du sud-ouest. Ça veut dire qu'on a 6 régions qui ne peuvent pas défiler. Alors le président national, sachant que les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont d'ailleurs le bastion du parti, ne peuvent pas défiler, c'est-à-dire que common sense, il ne peut pas donc engager les autres structures. Ça veut dire que quand les autres structures y vont, lui, sa base, c'est Bamenda. Est-ce qu'il pouvait donc aller mobiliser à Bamenda? En tout cas, finalement, ce qu'on a vu, ce qu'on a regardé à la télé était tout autre que ce que vous nous expliquez maintenant, Ismaël. Donc, on a bien vu le chairman Ni John Froundi à la tribune d'honneur du côté du boulevard du 20 mai à Yaoundé participer à ce défilé-là. Et bien, dans les différents rangs également, on a vu des militants du SDF. Vous ne nous direz pas que ce n'étaient pas des militants du SDF, Ismaël. C'était bien des militants qui se sont rendus au défilé pour rendre honneur à cette date-là, qui est quelque peu historique au Cameroun. Et je ne néglige pas non plus les détails que vous nous avez donnés tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un problème même au niveau de cette date, ce qu'elle représente pour le Cameroun, c'est-à-dire l'unité nationale. Et cela me donne envie de vous poser la question, Ismaël. Donc, que représente le 20 mai 1972 pour vous, en tant que citoyen camerounais? Pour moi, le 20 mai au Cameroun représente une journée noire, une journée de deuil national. Je le dis parce que vous voyez, à la veille de la journée du 20 mai... Une journée d'unité qui est devenue une journée de deuil? Eh bien, de toutes les façons, l'unité consiste en quoi? L'unité de quoi? L'unité de qui?
C'est de ça qu'il est question. L'unité de ceux qui mangent à Yaoundé et ceux qui meurent dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. C'est ça l'unité. Est-ce que vous pouvez avoir sur votre visage un côté qui rit et l'autre qui pleure et vous dites avoir la paix de l'âme? Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous avez deux yeux. Pendant qu'un pleure, l'autre sourit et puis vous dites avoir la paix de l'âme. Non, mais soyons un peu honnêtes. D'accord? L'unité au Cameroun ne doit pas, l'unité en lui-même au Cameroun ne doit pas être un vain mot. Ça doit être dans les faits. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de l'unité et puis on pose les conditions de participation au défilé de la fête de l'unité? Vous parlez de quelles conditions précisément? On a dit, pour cette année, seuls les partis ayant des représentants à l'Assemblée nationale. Or, hier, on avait des partis qui n'avaient pas... Quand c'est l'unité, tous les partis républicains, c'est-à-dire enregistrés au niveau de la base des données du MINAC, qui manifestent la volonté de défiler, mais doivent le faire naturellement. Surtout qu'on a parmi ces partis d'aucuns qui ont toujours défilé. Et la grande escroquerie dans l'histoire de cette année, c'est qu'on a vu des partis qui n'ont aucun représentant, même pas de conseillers municipaux, à Douala défiler. Je ne vais pas les citer. Ceux qui ont regardé le défilé vont comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Je ne suis pas venu ici tirer sur les uns et les autres. Mais que tous ces gens sachent qu'ils ne peuvent pas poser les conditions et les biaiser par eux-mêmes. C'est une mesure qui est discutable. De toutes les façons... Non, elle n'est pas discutable. Ce sont des préalables. Les lois, tout le monde ne respecte pas les lois. Et ce qui dérange, c'est quand ceux qui ne respectent pas ne sont pas punis. C'est pour ça que je vous dis que c'est discutable. Non, écoutez, Marivonne. Ce qui nous intéresse non, Marivonne, avant que d'y arriver, quand c'est vous qui posez la loi et vous êtes les premiers à enfreindre ces lois, on attend que nous autres sur qui les lois vont s'appliquer enfreignent ces lois. Pas que c'est vous qui avez posé les conditions et c'est vous qui êtes encore les premiers à ne pas respecter vos propres conditions. Au défilé du 20 mai, c'est le préfet qui organise le défilé, qui dit les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale ne doivent pas défiler. Alors, comment se fait-il que dans les carrés dont il a la liste devant lui, on a des partis qui ne sont pas représentés? Ça veut dire que l'unité, déjà à ce moment, même au niveau de l'organisation, ils ne sont pas unis, ils ne parlent pas d'une même voix au niveau de l'organisation du 20 mai. Donc, quand on veut parler de l'unité, l'unité de mesure, tous les Camerounais peuvent faire leur petite analyse. Il ne s'agit pas de nous, les hommes politiques. Au niveau du panier de la ménagère, au niveau c'est-à-dire que je prends au niveau social, laissons au niveau économique. Au niveau social, est-ce qu'un Camerounais peut se soigner dignement au Cameroun? Est-ce qu'un Camerounais peut être dignement scolarisé au Cameroun? L'école primaire, quand on nous a dit que c'était gratuit, est-ce qu'aujourd'hui, dans une école publique, il est possible de fréquenter sans payer de frais au Cameroun? C'est donc sur tous ces facteurs-là que vous vous basez pour dire que l'unité nationale n'est pas effective. L'ensemble des crises sociales que nous vivons aujourd'hui au Cameroun est une preuve suffisante de ce qu'au fond de nous, nous ne sommes pas unis parce que les uns se plaignent des autres. Vous allez voir même à leur niveau, ils sont dans des guerres intestines, des guerres de positionnement. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas un cousin, vous n'êtes pas un oncle, vous n'êtes pas de l'ethnie ou bien de quoi, alors on stigmatise les uns pour donner certains avantages à d'autres. Donc l'unité nationale chez nous n'est qu'un vain mot. D'accord. Je vais vous inviter à faire un petit retour dans l'histoire. Avec le concours de la réalisation, nous allons faire un retour dans l'histoire au Cameroun, précisément le 20 mai 1972. Il faut le dire, le pouvoir du président Amadou Ahidjo a donc décidé en 1972 de mettre fin au régime fédéral. Pendant 11 années, le Cameroun était constitué jusque-là de deux républiques fédérées. La République du Cameroun oriental qui avait un premier ministre francophone et le Cameroun occidental qui avait également son premier ministre. Je vous invite à faire un retour dans l'histoire sous la plume de Larissa Libom.
L'orchestre pour exécuter l'hymne national du Cameroun de façon traditionnelle vient de trouver un nouveau membre. Ici, au Musée national, c'est le carrefour. C'est au bureau du gouverneur de la région du Nord-Ouest que plusieurs personnalités de l'État se sont retrouvées le 18 mai pour rationaliser les stratégies proposées visant à réaliser la célébration du cinquantenaire de l'unité sans incident dans la région. Au cours de cet événement, le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique, dégoûté par le traitement inhumain que les combattants séparatistes infligent aux citoyens, n'a pas manqué de qualifier ces actes de barbares en promettant que l'État fera de son mieux pour assurer la sécurité de ses citoyens. Bien sûr, je ne peux pas vous divulguer le contenu du dispositif de sécurité qui a été mis en place pour faire face aux défis qui précèdent la célébration, mais vous devriez être témoin du fait que le chef de l'État a donné des instructions au gouverneur et à l'administration pour assurer une célébration sans accroche dans la région du Nord-Ouest. Et nous nous rencontrions pour rationaliser ces mesures afin qu'à leur retour, les autorités soient bien équipées pour gérer cette situation dans les différentes divisions de la région du Nord-Ouest. Certains militaires ont été décorés en reconnaissance du bon travail qu'ils ont accompli. Après la réunion, nous allons à l'explanade des gouverneurs. Ces cadeaux y sont exposés et vous les verrez par vous-même. Le chef de l'État n'a pas seulement soutenu les miliciens de la région du Nord-Ouest. Il a aussi décidé de décorer certains de nos militaires qui font un travail formidable depuis le début de la crise. Ils ont reçu une décoration spéciale et j'aimerais encourager les autres aussi à continuer à mériter la reconnaissance du chef de l'État. Le gouverneur en a profité pour encourager les jeunes à travailler dur en leur offrant des motos exposées sur l'explanade du gouverneur, tout en exhortant les jeunes à les utiliser de manière constructive pour leur bien-être et éviter des activités illégales. Plusieurs communautés comme Donga et Mantum, Boyombui, la division de Menchum et d'autres qui ont créé des groupes d'autodéfense dans lesquels ils dénoncent systématiquement le terrorisme dans la région ont été très appréciés par le gouverneur. S'inspirant de cela, il a exhorté les autres à apprendre de ces communautés dans l'espoir d'apporter la paix dans la région, en particulier et dans le pays en général. C'était donc Larissa Libom qui revenait plutôt sur les préparatifs de cette fête de l'unité nationale du côté de Bamenda, c'est dans le nord-ouest Cameroun. Vous l'avez bien vu en image, les forces de l'ordre qui essayaient tant bien que mal, malgré la crise qui sévit dans cette partie du Cameroun depuis 2016, les forces de l'ordre qui essayaient donc de vivre ou alors de commémorer cette célébration de l'unité nationale. Et on espère bientôt avoir Larissa Libom toujours sur l'évocation de cette date historique pour le Cameroun, le 20 mai 1972, qui représente donc la réunion des deux Cameroun. Et on évoque cette date historique avec vous, Ismaël. Donc, est-ce à dire aujourd'hui que l'union des deux Cameroun n'était pas une bonne idée? Non, ben c'est la plus grosse escroquerie institutionnelle que le Cameroun ait connue jusqu'alors. C'est une très grosse escroquerie. Parce que, voyez-vous, je voudrais bien toujours comprendre ce que l'administration de cette époque reprochait à la fédération que constituait le Cameroun, qui constituait l'État du Cameroun. Nous avions deux États fédérés qui fonctionnaient très bien. Je veux bien comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a reproché à cette forme de gouvernement qui, d'ailleurs, avait mis le Cameroun sur un taux de croissance que nous n'allons plus jamais rattraper jusqu'à ce que le régime en place libère le plancher. Nous avions à cette époque un indice de croissance très élevé parce qu'il s'agit de quoi quand on parle de fédéralisme? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque État fédéré, il y a de la compétition pour le développement. Chaque État se met en compétition pour promouvoir son propre développement. Or, l'unité dont on parle ici actuellement au Cameroun n'était que l'unité des institutions. Parce qu'en lui-même, les Camerounais sont unis depuis avant la naissance de ce qu'on appelle État aujourd'hui. Parce qu'avant les Allemands, on a eu les Portugais qui sont arrivés, on a eu des Espagnols qui sont arrivés. Et
après la Première Guerre mondiale, lorsque le Cameroun a été mis sous mandat de la SDN et puis fragmenté entre la France et la Grande-Bretagne, ils sont revenus avec l'esprit de l'unité pour dire revenons à notre position de départ. Sauf que l'histoire du pays avait déjà évolué et puis la forme de gouvernance avait également, cette forme avait déjà pris corps. Nos frères, nos cousins qui étaient du côté du Cameroun oriental n'étaient pas tous d'accord. Il y a bien un référendum qui a été organisé. Le référendum, c'est-à-dire que les résultats de ce référendum auraient été le visés. référendum en lui-même, c'est l'escroquerie avec pour excuse le référendum, en sachant que jusqu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, c'est vrai que le dernier recensement au Cameroun a eu lieu en 2005 et les résultats sont sortis seulement 5 ans plus tard et que depuis 2010, on a pu faire des recensements au Cameroun. Je mets l'Institut national de la statistique au défi. On a les ressortissants des 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest qui, à l'époque, n'étaient pas aussi dynamiques en forme de population, ne pouvaient pas égaler le oui des francophones. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas être, je veux dire ça comme ça, 2 contre 8 et on vous impose un référendum et vous pensez faire bloc contre ces 8. Est-ce que c'était imposé? Non, mais écoutez... Parce qu'il faut bien peser les mots, Ismaël. Donc, est-ce que le référendum était imposé aux Camerounais? Le référendum en lui-même consiste en quoi? C'est que nous ne sommes pas d'accord sur un point. On dit, OK, laissons le vox populi, laissons le peuple décider de son destin. Et on impose au peuple de choisir à travers la voie du référendum. Le référendum est un dictat qui vous met dans une position où vous ne pouvez ni avancer ni reculer, sauf de vous prononcer sur la question qui vous est imposée. Alors, est-ce que vous voulez rester État fédéral ou bien vous voulez rentrer dans l'Union? En sachant qu'au sein du Cameroun, du gouvernement du Cameroun oriental, il y avait déjà des dissensions. On avait un délai qui voulait le rattachement même au Nigeria, parce que c'était de ça qu'il était question. OK, le rattachement radical au Nigeria, si on veut aller de ce côté-là, lui proposait le rattachement au Nigeria et puis tout ça. Donc l'histoire est très dense et à la suite de ceci maintenant, les John Gufoncha et la branche Mouna, ils ont choisi le rattachement de ce côté. Et c'est à partir de là que l'esprit du colon, disons-nous que on a eu à cette époque, on a eu les Britanniques et les Français. Pourquoi c'est la culture française qui domine au Cameroun? Vous comprenez que c'était une machination de la France pour avoir main mise sur le Cameroun. Et en le faisant, nos frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest, à partir de cet instant jusqu'à aujourd'hui, se sentent exagérément marginalisés et c'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. On a au Cameroun un gouvernement central sur qui tout est focalisé. Parce que vous allez certainement me parler de l'État unitaire décentralisé. Oui, je dis oui. La décentralisation n'est pas la décentralisation des institutions, c'est la décentralisation des ressources. Parce que dites-vous que jusqu'à aujourd'hui au Cameroun, les presque 6 000 milliards de budget de l'État du Cameroun sont tenus par un seul homme. Il n'y a que le président de la République qui décide des affectations. C'est-à-dire que quand vous êtes à Mouyouka, vous travaillez à Mouyouka, si vous êtes un fonctionnaire à Mouyouka, si vous avez la clim dans votre bureau qui ne marche pas, c'est à partir de Yaoundé. Vous allez à Bonanjo, ici vous voyez des gens qui sont dans des bureaux, ils n'ont pas de siège, mais il vous dit qu'il ne peut pas remplacer avec son argent. Sinon, la CONAC va lui demander où il a pris l'argent. Il faut qu'il écrive à Yaoundé pour dire qu'il n'a plus de fauteuil. Et puis, Yaoundé peut répondre après son affectation. On peut vous répondre 5 ans plus tard, après que vous soyez déjà affecté. Et vous allez ailleurs où il n'y a pas de fauteuil également, vous continuez à écrire. Donc, l'unité devait être une unité qui
qui s'étend sur toute la vie du pays, sur tous les secteurs. Pas qu'on va vous dire nous sommes unis. Sauf que les Camerounais ont toujours été unis. Maintenant, au niveau des ressources, du partage des ressources, c'est là où Yaoundé lui-même ne peut pas vous dire, à vous, Marie-Yvonne, en face de moi, que les Camerounais sont unis. Sinon, l'ensemble des crises sociales que nous connaissons aujourd'hui, dites-vous que les événements dans le nord et le sud-ouest proviennent d'une revendication sociale. Oui. Les enseignants, les avocats, et puis, au lieu d'apporter une solution sociale, Yaoundé a choisi de répondre par une solution militaire. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais écoutez, quand les enseignants sont descendus, quand les enseignants sont descendus, la réaction du gouvernement a été laquelle? Quand les enseignants sont descendus dans la rue, quand les avocats sont descendus dans la rue, le gouverneur, ni le préfet, ni le sous-préfet n'est venu les appeler dans son cabinet pour discuter avec eux. On a envoyé les policiers tirer dessus. Est-ce qu'il y a eu des réponses à leurs revendications? Vous ne pouvez pas dire que les sécessions du côté des régions du nord-ouest au Cameroun, c'est du fait du silence du gouvernement camerounais. Non, mais écoutez, vous souvenez très bien, avant que de chuter, j'ai dit ceci. On a apporté une solution militaire aux revendications. Les gens sont sortis dans la rue pour revendiquer un certain nombre de choses. Alors, on attendait que le gouverneur ou bien le préfet sorte et les appelle, qu'ils s'assiedent sur une table et discutent de leurs problèmes. On a tout fait d'envoyer les militaires et les policiers gazer, verser de l'eau et mettre certains d'entre eux en cellule. À cette époque, le bâtonnier, feu bâtonnier Tchakou Tepati avait demandé que tous les avocats accrochent leur robe. Parce qu'on ne peut pas mépriser autant un corps aussi privilégié de la société à cette époque. Alors, qu'on se comprenne très bien, ouais. Ismaël, donc j'aimerais qu'on se comprenne parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont à l'écoute certainement et qui aimeraient retenir quelque chose de nos échanges. Vous évoquez un certain nombre de facteurs qui ne démontrent pas qu'il y a une unité nationale au Cameroun. C'est bien cela. Vous avez évoqué la crise anglophone, vous avez évoqué la crise économique, vous avez parlé des multiples crises sociales. Alors, cela voudrait dire que cette réunion d'il y a 50 années, elle n'était pas nécessaire. C'est ce que vous nous dites aussi. Elle n'était pas opportune. Elle n'était pas opportune. La différence entre opportune et nécessaire, c'est oui, elle n'était pas opportune parce que, comme j'ai dit, si les responsables de cette époque, l'opportunité de la réunion aurait été qu'ils disent « Ok, nous avons remarqué que le système fédéral nous pose tel problème, que le système fédéral nous empêche de nous développer à tel endroit, que le système, c'est-à-dire que fait un certain nombre de reproches au système fédéral et proposer dans cette solution de l'union pour sortir de ces différents mots qu'ils auraient présentés au peuple. » Sauf que, à ce moment, ceux qui étaient contre la sortie dans le système fédéral leur ont bien demandé quel est le reproche que vous faites à cette forme de gouvernance. Ils n'ont rien pu dire. Ils ont seulement utilisé la loi du nombre pour faire passer en force le référendum. Non, il y avait deux raisons qui ont été évoquées. Et je crois que c'est un chercheur historien camerounais qui évoquait encore ces deux raisons il y a quelques jours sur un plateau de télévision. Il parlait du régime fédéral qui coûtait extrêmement cher à l'État. Première raison évoquée, donc il fallait entretenir deux gouvernements des institutions juridiques anglophones et francophones. Et l'autre raison, c'était bien le parachèvement du processus de l'unité nationale. Ça, ce sont les deux raisons pour lesquelles on a eu à assister à la réunion des deux Cameroun. Non, écoutez, ce sont les deux raisons évoquées par le président, le feu président Amadou Ahidjo. C'était de l'esbrouf. Nous allons le dire comme ça. C'était de l'esbrouf. On ne peut pas dire que ça coûtait cher pour entretenir deux gouvernements. Oui, parce qu'il y avait deux gouvernements, on vous parle bien de deux premiers ministres, deux gouvernements à entretenir, toujours aux frais de l'État. C'est la raison principale pour laquelle, à ce moment-là, les pères fondateurs pensent à la réunion des deux Cameroun. Maintenant, vous nous dites bien qu'il se pose un problème, parce que vous avez tendance à croire que la partie anglophone est plus marginalisée. C'est bien cela? Ce n'est pas une impression, c'est un fait. C'est un fait. Bon, c'est un avis, c'est votre avis. Non, c'est un fait, parce que quand vous arrivez, les revendications des avocats
dans les régions du Nord, c'était quoi? C'est que nous avons dans les tribunaux des magistrats francophones qui n'entendent pas le moindre mot en anglais. Comment on va faire quand nous faisons nos plaidoiries en anglais? Ils ne comprennent rien. Nous sommes obligés de parler français et ils ne font aucun effort de parler en anglais. On rédige les décisions en français. Ça devient très compliqué. Or, nous ne pouvons pas être un pays qui s'est uni il y a 50 ans et jusqu'à aujourd'hui dans les administrations publiques. L'ENAM n'est pas bilingue. L'école normale n'est pas bilingue. D'accord, ça veut dire que, L'IRIC n'est pas j'essaie bilingue. toujours de vous comprendre, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la forme des institutions. Je vous ai dit que c'était une escroquerie institutionnelle qui est devenue Ce n'est constitutionnelle. pas un problème au niveau de la forme de l'État. Parce que tel que vous parlez, on a l'impression qu'il faut rentrer dans le système fédéral. Mais Que naturellement, c'est la solution la première de toutes les solutions que nous avons proposées à ce gouvernement de Yaoundé. Parce que nous avons des problèmes, notamment liés aux différentes crises sociales que traverse le pays, que le système fédéral aurait à lui tout seul résolu naturellement. Par exemple, quand on vous parlait des problèmes de l'équilibre régional, qu'est-ce que cela signifie? Quand un Camerounais arrive en Allemagne, qui est un État fédéral, quand il est sorti de l'école, il a eu ses diplômes, est-ce qu'on a besoin de savoir où il sort pour l'intégrer, pour qu'il travaille? On travaille avec les compétents. Il s'agit des compétences. Or, aujourd'hui, on s'est dit, OK, dans les nominations, on n'a pas eu, par exemple, dans le littoral, on n'a pas eu de représentants du NCAM, ou bien dans le NCAM, on n'a pas eu de représentants des Yingi, on a seulement eu les représentants des Yabassi j'oublie encore, j'oublie l'autre localité, l'autre arrondissement. On n'a pas eu les représentants ici, on n'a pas eu les représentants là-bas. Or, dans un système fédéral, on ne gère pas ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on est je dis par exemple, on a dit un système fédéral à 2 régions. C'est ce que nous proposons au SDF. Nous revenons dans un système fédéral à 2 régions. Quelle région et quelle région? On va circonscrire les 2 grandes régions. Quelle région? Dites-nous. Quand vous dites 2 grandes régions, lesquelles? Mais de toutes les façons, le moment... On va découper le Cameroun en 2 régions. En deux parties. C'est-à-dire que les 10 régions du Cameroun, non, pas en 2 régions, nous allons faire des 10 régions du Cameroun 2 grandes fédérations. Nous allons diviser le Cameroun en 2 grandes fédérations. Comme vous avez vu, vous savez, comme je vous ai dit, l'Allemagne, vous avez vu les États-Unis, vous voyez le Nigeria ici à côté de nous. Pourquoi nous allons aussi loin? Le Nigeria ici à côté de nous. Nous allons plutôt faire 2 grandes régions, 2 grands États, 2 grandes fédérations que nous allons circonscrire selon une certaine proximité géographique. J'aimerais bien savoir quels sont les critères de ce découpage. Le moment va arriver et puis vous savez... il faut bien faire des propositions et être précis dans les propositions. Non, écoutez, anthropologiquement et socialement, culturellement, nous avons des aires qui peuvent facilement se comprendre, même surtout au niveau des cultures, pour facilement communiquer et improve for development. C'est-à-dire que pour improve development, pour apporter la croissance. Maintenant, pourquoi, Ismaël Donkeu, pourquoi penser à la séparation, partition du Cameroun en Non, ce n'est pas la partition. C'est pas la partition. C'est ce que vous dites bien. Non, vous nous dites, on va découper le Cameroun en 2 grandes parties. En 2 grandes fédérations. Aujourd'hui, nous avons 10 régions. Est-ce à dire que le Cameroun est partitionné? Vous nous avez tantôt dit que les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. Naturellement. C'est pas cela le problème. On a un problème de mangeant ensemble. Si je vous comprends bien, oui. Le problème, c'est au niveau de la forme des institutions. Non, au niveau de la gestion des ressources. D'accord. Même jusque-là, je vous l'accorde. Pourquoi ne pas améliorer cette gestion-là? De toutes les façons, il y a 50 ans, et c'est les mêmes problèmes qui reviennent, c'est les mêmes revendications qui reviennent. Et à chaque fois, on nous a proposé 1000 solutions
qu'on finit toujours par changer, on substitue les unes par les autres, et puis il n'y a jamais de bilan, et on va d'échec en échec. À un certain moment, il faut s'asseoir, même dans un mariage, madame. Quand ça ne va pas, on s'assoit, on essaie de voir si on était vraiment fait pour être ensemble. Et quand ça ne va pas, on se dit, ben, pour la paix de tout le monde, pour le meilleur de tout le monde, autant mieux que chacun se retire de l'autre. Mettez, je vais vous inviter à un exercice très pratique. Naturellement. Mettez-vous à la place du gouvernement camerounais, précisément du président de la République. Mettez-vous dans la peau d'un président de la République. Ouais. Il y a un problème qui se pose. Et pour ce problème, vous recevez plusieurs propositions. Ouais. Je vais vous donner quelques propositions que vous recevez. Une partie des sécessionnistes anglophones appellent au retour à un régime fédéral similaire à celui d'avant 1972. D'autres propositions qui viennent sont favorables à ce que le Cameroun redevienne un État en élargissant le fédéralisme. C'est-à-dire un autre, pas le fédéralisme comme on l'a connu avant 1972, mais bien une autre forme. D'autres viennent et vous parlent d'un fédéralisme communautaire. Vous êtes dans la peau d'un chef de l'État, d'un président de la République, Ismaël Donke. Qu'est-ce que vous faites? Mais de toutes les façons, je voudrais d'abord faire une petite lumière. Oui, oui, je vous réponds. J'ai fait une lumière. Ce n'est pas les sécessionnistes qui demandent le retour au fédéralisme. Le SDF l'a toujours demandé. C'est-à-dire que ça a été une récupération. Et c'est aussi l'une de leurs revendications. Oui, 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 non, c'est pour ça que je dis que c'était une récupération. On vous donne cette proposition. Oui, c'est une récupération. On vous donne cette proposition, mais c'est aussi l'une de leurs revendications. Depuis 90, à la création du parti, nous avons toujours réclamé le retour au fédéralisme. Ça veut dire que vous encouragez ces mouvements du côté des régions du Nord-Ouest et Sud-Est. Mais nous ne sommes pas pour la sécession. Puisque vous avez les mêmes revendications. Non, on n'a pas les mêmes revendications. J'ai dit, ils ont pris un alibi sur une de nos revendications. Okay. Parce qu'ils ont peut-être dans leur agenda, ils se sont rendus compte que ce serait l'une des mesures salvatrices pour sortir le Cameroun des jougs d'abord des colons. Parce qu'il faut d'abord le savoir, que nous, avec l'emprise des colons, la forme actuelle de l'État ne fait plaisir qu'aux colons qui nous l'avaient imposé jusque-là. Alors, vous m'avez posé la question de savoir que ferais-je. Vous êtes dans la posture d'un chef d'État, du chef de l'État du Cameroun. Du chef de l'État que je ne suis pas. Alors, en sachant que le chef de l'État lui-même, il a sa position, oui, qui est l'État unitaire actuel. Vous comprenez donc, c'est un problème de système. Le chef de l'État ne doit pas céder à un certain nombre de choses. Puisque M. Biya, lui, en 72, il était déjà aux affaires. Il était déjà Premier ministre. C'est ça que je dis, il était déjà aux affaires. Donc, il connaît très bien ce qui s'est passé. Historiquement, il se situe plus que toutes les personnes qui peuvent parler de tout cela aujourd'hui. Oui. Vous comprenez? Et vous comprenez bien que quand il prend une position, c'est parce qu'il a assisté je réponds. Qui sans doute a montré ses faiblesses. Je réponds. Et maintenant, vous nous dites que le système qu'il propose n'est pas le bon. Non, je dis... Alors, comment travailler à améliorer ce système qu'il a proposé et que vous pensez ne pas être le bon? N'est-ce pas? Je réponds d'abord à votre première question. Alors, ce qu'on fait, c'est que l'entêtement tient d'un certain accord, je suppose, qu'il a eu avec les Français depuis son accession pour la continuité de la forme actuelle. Sauf que pour être un peu plus intelligent et penser laisser un héritage profitable, laisser un nom dans cette République, on fait asseoir tous les acteurs avec leurs propositions. On essaie d'étudier ensemble l'opportunité et l'effectivité pour le bien du peuple de chacune de ces propositions. À la fin, on va donc en sortir avec la meilleure forme de gouvernance à proposer ou bien à offrir au peuple, parce que l'intérêt ici, c'est celui du peuple. Sauf que le cas actuel au Cameroun, le président le président et son gouvernement ne sont accessibles à aucune discussion. Okay. Ils sont campés sur leur position. C'est l'un des principaux reproches que vous leur faites.
de ne pas être ouvert à des propositions? Mais naturellement, D'accord. naturellement, parce que vous avez vu, quand quelqu'un nous parle du grand dialogue, le grand dialogue, moi j'appelle ça le grand café des amis. On vous dit, nous parlerons de tout sauf de la forme du gouvernement. Ça veut dire qu'on a fermé. On a fermé le dialogue. Il ne s'agit plus d'un dialogue, il s'agit d'un monologue. Parce que vous savez que moi, au SDF, je viens avec ma proposition. Vous me dites, on ne parlera pas de ces histoires. Donc, vous gardez ça dans vos tiroirs avant de venir ici. Maintenant, quand je suis là-bas, qu'est-ce que je fais? Je profite des sandwichs, je profite du bon café, du bon thé qui est là-bas. À la fin, s'il y a des perdièmes, et puis, Dieu merci, c'est de ça qu'il est question. Il n'était pas question d'un grand dialogue. C'est pour ça que nous disons, le grand dialogue que nous demandons au régime de Yaoundé, c'est effectivement pour avoir l'occasion d'étudier toutes ces propositions qui sont faites ça et là afin d'apporter le meilleur des systèmes de gouvernance aux Camerounais. Et que ceux-là aujourd'hui, comme aujourd'hui nous parlons toujours des pères de la nation, parce que moi je les appelle comme ça, les pères de la nation. Vous savez qui c'est? Dites-nous. Les pères de la nation du Cameroun. Nous avons Oumniobé, nous avons Enes Ouangé, nous avons Félix Moumié et tous leurs camarades. Ce sont eux les pères de la nation du Cameroun. Ce sont eux qui ont eu l'occasion de monter sur la tribune de l'ONU pour la première fois et demander l'indépendance du Cameroun. Ce sont eux les pères de la nation. En dehors d'eux, on n'a plus personne. Les autres n'ont fait que... ils ont dit, on nous a offert l'indépendance. On n'offre pas la liberté à quelqu'un. Chacun arrache sa liberté. Quand on vous a offert quelque chose, vous restez l'esclave de celui qui vous offre. À plus forte raison que l'on dit toujours, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, j'étais à la place du président de la République avec le foisonnement des propositions et surtout l'enlisement des crises sociales, la multiplication et l'enlisement des différentes crises sociales avec les Camerounais. Pas seulement sociales, économiques, politiques. Les crises sociales sont les plus... Parce que tous les corps de métier aujourd'hui grèvent au Cameroun. On va dire qu'ailleurs aussi. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe ailleurs parce que je suis Camerounais. Je me bats pour faire émerger ma nation. Alors, au niveau économique, vous-même, vous savez, le litre d'huile végétale au Cameroun coûte déjà 1500 francs encore aujourd'hui au marché. J'en ai encore acheté jusqu'à ce matin. Le litre d'huile de palme coûte 1000 francs au marché camerounais, alors que les noix sont produits au Cameroun. On retient donc une proposition parce que la réalisation me met déjà une petite pression. Nous sommes déjà malheureusement au terme de cette émission. Je veux qu'on sorte avec votre proposition. C'est-à-dire on remet tout à plat. On ouvre un nouveau dialogue où on invite toutes les différentes parties à prendre part à ce dialogue pour discuter de la forme de l'État. C'est bien cela? Naturellement. C'est-à-dire qu'on revient avec les différents acteurs. On peut peut-être les mettre en catégorie et puis chacun vient proposer sa vision pour le nouveau Cameroun que nous devons offrir à nos enfants et à nos petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, ces grabataires qui sont à la tête de l'État, aujourd'hui, ne sont pas des personnes qui peuvent encore mieux penser pour nous. Nous sommes, pour certains, leurs petits-enfants et leurs enfants, pour nous autres. Alors, nous devons penser à notre avenir. Nous ne devons plus laisser nos parents et nos grands-parents décider pour nous parce qu'ils ont déjà fait leur vie et c'est passé. Ils ont connu des combats avec les Félix Moumié, les Enes Ouangé et tout ça. Ils sont passés. Aujourd'hui, c'est notre ère. Alors, quand nous faisons des revendications, ce n'est pas parce que nous les détestons, c'est parce que nous pensons qu'eux, aujourd'hui, ils ont vécu leur époque. Alors, qu'ils nous laissent donc vivre la nôtre avec les conditions que nous allons nous poser à nous-mêmes et non celles qu'ils vont nous poser parce qu'ils ne seront plus responsables. Aujourd'hui, si demain ils ne sont plus là, ils ne seront plus responsables de ce qu'ils avaient décidé pour nous. Merci alors beaucoup. Que nous avons réclamé un certain nombre de choses dont nous serons et nous allons demeurer comptables. Merci beaucoup Ismaël d'avoir répondu présent à cette invitation du Grand 7. On espère vous avoir très prochainement sur c'est moi qui vous remercie et puis j'espère que nous avons été à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Vous savez, nous appelons les Camerounais à toujours rester très parés parce que aujourd'hui ce n'est plus un secret.
si nous disons que le soleil est déjà à 83 degrés du côté de Mbomeka, parce que dans les familles, dans nos différentes familles, nous avons des hommes de cet âge et puis il a dépassé ce qu'on appelle l'âge de la sagesse. Vous savez, je viens d'une religion où on dit qu'à partir de 63 ans, chacun doit visiter son testament avant de mourir parce que ça peut venir à toute heure. Donc, nous invitons donc les Camerounais, dans leur grande majorité, à aller s'inscrire sur les listes électorales parce que ce n'est que par là que le Cameroun pourra finalement changer de régime. Et puis, le SDF pense offrir le meilleur de tout ce que méritent les Camerounais à travers la voie des urnes. C'est pour ça que nous les envoyons tous s'inscrire massivement et changer leur propre destinée dès les prochaines échéances. Et c'est un jeune qui vous parle, la jeunesse, fer de lance de la nation de demain. On va dire merci à la réalisation, on va dire merci à Emmanuel Kenjisi qui a tenu la caméra pour cette production. Merci à Paola Gomina qui a assuré la réalisation de cette autre édition de votre programme Le Grand 7. Nous vous donnons rendez-vous certainement dimanche prochain pour une toute nouvelle édition avec certainement une toute nouvelle thématique. Allez, à bientôt et souvenez-vous, nos programmes continuent sur Dash TV News.